Bonsoir, chers téléspectateurs. Nous sommes aujourd'hui le samedi 7 juin 2025 et nous voulons être fidèles à notre rendez-vous. Nous allons, tout en sachant que l'actualité est extrêmement abondante, essayer de donner quelques informations avant de passer à la thématique principale. En guise d'information, nous avons une très mauvaise nouvelle qui nous a touchés le jeudi dernier, puisque nous avons appris que notre doyen, notre frère, suffisamment connu, M. Mbéry Martin, nous a quittés le jeudi à 3 heures du matin. Nous voulons avoir une pensée à la fois noble et pieuse pour lui, tout en présentant nos condoléances les plus attristées à sa famille biologique, aux membres du Conseil national de dialogue. Nous osons espérer pour nous autres qui sommes chrétiens que le Seigneur l'accueillera auprès de lui et qu'il se reposera en paix. Mais au-delà de ça, avec cet événement extrêmement malheureux, nous tenons à déplorer le fait qu'il nous quitte au moment où le Conseil national du dialogue n'a jamais été formellement mis en place, au moment où il n'a pas réussi, en dépit de ce que les articles 227 et 228 de la Constitution étaient très clairs sur l'institution du Conseil national du dialogue, qui était une institution de concertation, d'apaisement, de recherche entre les forces vives de la nation sur les grands problèmes politiques de notre pays. Il est regrettable que aucune réunion du Conseil, de ce Conseil, n'ait pu avoir lieu. Mais nous devons lui reconnaître qu'en septembre 2019, il avait lancé ce qu'il avait appelé le processus constitutionnel du dialogue national sans exclusive, qui malheureusement n'est pas arrivé à son terme, parce qu'il avait 5 phases, mais il n'y a que la première phase qui a été exécutée. Donc nous sommes très affectés et nous avons une très très profonde pensée pour lui. Voilà la première information que nous tenons à donner. La deuxième information que je tenais à donner, c'est que vous me connaissez, je suis président du Parti social-démocrate congolais. Et le Parti social-démocrate congolais, avec 7 autres partis, ont annoncé le samedi 31 mai dernier la sortie prochaine de ce qu'ils ont appelé le Rassemblement des forces du changement, qui a pour entre autres objectifs, essayer d'unifier les forces politiques, les forces sociales et les forces citoyennes, d'essayer d'apporter une alternative crédible à la situation du régime actuel, dont le bilan est suffisamment connu, et essayer d'agir vraiment, si je peux être assez synthétique là-dessus, pour le changement et pour la rupture dans notre pays, au regard de la situation que nous connaissons actuellement. Ensuite, nous avons cette information qui nous est tombée comme un coup de massue sur la tête. C'est le texte qui aurait été pris, ou sinon qui a été pris par le président Donald Trump, annonçant, semble-t-il, que faisait apparaître la liste de 12 pays, dont notre pays, le Congo, pour lesquels les ressortissants n'ont plus, à partir du 9 juin prochain, l'accès des visas pour aller aux États-Unis. Il avait déjà banni les ressortissants de 8 pays du sol américain en cours de son premier mandat, une décision jugée efficace qui pousse Donald Trump à réitérer. Aujourd'hui, je signe un nouveau décret imposant des restrictions sur les visiteurs en provenance de différents pays, dont le Yémen, la Somalie, Haïti, la Libye et de nombreux autres. L'étendue des restrictions appliquées dépend de la gravité de la menace posée. La liste est sujette à révision en fonction des améliorations matérielles apportées et de nouveaux pays peuvent être ajoutés à mesure que des menaces émergent dans le monde. Selon le président américain, cette interdiction est la conséquence de l'attaque menée dimanche lors d'un rassemblement en soutien aux otages israéliens dans le Colorado et dont l'auteur était sur le territoire américain de manière illégale. L'interdiction de voyage concerne en tout 12 pays et entrera en vigueur le 9 juin. Alors ça nous préoccupe parce que nous nous posons un certain nombre de questions. Il semble que cela se justifie par
l'administration américaine par le fait que les États-Unis ne veulent plus recevoir des terroristes sur leur territoire, ce qui nous amène à nous poser beaucoup de questions. Il semble aussi qu'il justifie cela par l'inefficacité de nos administrations, ce qui veut dire qu'il faut certainement que l'on travaille pour que les contrôles, pour que les politiques d'immigration soient plus rigoureuses et que nous ne laissons pas passer un certain nombre de choses. Il justifie aussi cela par le fait que, dit-on, les ressortissants de ce pays ne quittent pas les États-Unis lorsque leur visa arrive à expiration. Mais la question qui nous taraude l'esprit et qui nous préoccupe, c'est celle de savoir si, vu de l'extérieur, le Congo est considéré comme un pays ayant des velléités terroristes, sinon ayant des aspects terroristes qui pourraient inquiéter. Et ça, je crois qu'il faut que nous, au plan intérieur, que nous nous intéressons, que nous ayons une visibilité pour que nous avancions. Maintenant, la quatrième information, c'est là, vous êtes habitué à celle-ci, c'est toujours ce problème des accords entre le Congo et le Rwanda, pour lequel nous ne cesserons de dire que les Congolais, tant de l'intérieur que de l'extérieur, ont dit non à la vente de nos terres, non à la cession de nos terres, sous quelque forme que ce soit au Rwanda, oui à l'annulation pure et simple de ces accords. Nous sommes préoccupés, nous sommes surpris qu'en dépit de cette position qui a été clairement prise, qui a même été parfois affirmée au niveau du Sénat lors des débats et même au niveau de l'Assemblée nationale, que les gouvernants semblent ne pas tenir compte de la position des Congolais. Et ça nous préoccupe énormément. Maintenant, la dernière information que je vais donner, avant qu'on ne passe à la thématique générale, c'est cette vidéo qui m'a troublé. Je crois qu'elle a troublé beaucoup de Congolais, où nous avons vu une image où on nous a fait apparaître que notre frère, notre compatriote, la Sibouti, était entre la vie et la mort. Bon, pour nous autres, les chrétiens, on s'est dit, remettons-les à Dieu, mettons-nous en prière. Mais la situation semble préoccupante et je crois qu'il faut que les efforts soient redoublés. Et nous osons espérer que l'État devrait pouvoir jouer le rôle pour la protection et essayer d'apporter une assistance. Mais ça se décide à des niveaux que je ne maîtrise pas. Peuple congolais, si je meurs aujourd'hui, n'arrêtez pas de vous battre pour l'avenir de nos enfants, pour notre pays. N'arrêtez pas de combattre le régime criminel, le régime dictatorial de M. Denis Sassou Nguesso. Et je souhaite que cela puisse être fait. Maintenant, pour revenir à la thématique d'aujourd'hui, nous avons suivi, en tant que Parti social-démocrate congolais, la sortie du Rassemblement des forces du changement. Nous avons également suivi, nous avons été très intéressés aux commentaires, aux remarques, aux critiques qui ont été faites. Et nous nous sommes surtout intéressés aux critiques qui ont été faites sur des aspects que nous avons déjà évoqués avec vous, mais sur lesquels nous allons essayer de revenir. Et c'est pour ça que la thématique que nous allons essayer d'aborder aujourd'hui, nous voulons l'intituler « Dire la vérité au Congolais ». Et nous allons nous efforcer, chaque fois que nous le pourrons, à dire la vérité au peuple congolais, aux téléspectateurs, pour que notre situation soit mieux connue, qu'elle soit mieux maîtrisée et que nous donnons des informations jugées fiables aux téléspectateurs. Alors, pourquoi nous disons que nous voulons donner des informations? Parce que dans les aspects qui ont été abordés dans le cadre que je venais d'évoquer, il y a en premier point l'aspect du respect des lois et règlements de la République. Nous sommes assez souvent revenus là-dessus, mais nous allons encore et encore revenir là-dessus. D'autant que nous voulons être bien compris, surtout par le peuple congolais, à travers les arguments que nous avons avancés. Le premier aspect que nous vous avons souvent abordé, et pour lequel nous allons apporter un certain nombre d'éléments, je ne dirais pas de preuves, mais d'éléments pour justifier notre argumentation, c'est le fait que le Parti congolais du travail n'est pas en conformité avec la loi.
Et assez souvent, nous avons essayé d'expliquer, mais nous constatons que nous sommes obligés de revenir sur ces aspects. Et pourquoi nous le disons? Le premier point qui nous permet de soutenir cette argumentation, c'est que nous le disons, mais sur la base des preuves. Depuis 2002, les membres ou les citoyens, les membres de ce parti, ou les citoyens élus ou nommés à une autre fonction, n'ont jamais déclaré leur patrimoine conformément à la loi. Et vous savez que cet aspect apparaît dans l'article 48 de la Constitution du 20 janvier 2002 et il apparaît dans l'article 55 de la Constitution du 25 octobre 2015. Et nous nous posons la question parce que je peux vous faire un rappel, lorsqu'Anatole Koliné-Makosso, le Premier ministre, a présenté son programme d'action gouvernementale, il avait insisté sur le fait que cela était une disposition constitutionnelle, mais il avait surtout insisté sur le fait que, au-delà du fait que ce soit un devoir, de transparence, mais qu'il s'agissait d'une preuve de bonne gouvernance, d'une preuve de lutte contre la corruption, d'une preuve de lutte contre l'enrichissement illicite. Et pourtant, depuis 2002, évidemment, il y a eu cette parenthèse en 2021, peu de temps après que Koliné-Makosso ait été nommé. Malheureusement, cette expérience également s'est déroulée sans être en conformité avec la loi. Et je peux vous dire, le modeste citoyen que je suis, j'avais introduit un recours à la Cour constitutionnelle qui m'avait donné raison. Et depuis 2024, la loi a été amendée, mais pire encore, depuis 2024, aucune déclaration n'a été faite. Et ça touche beaucoup de responsables administratifs, ça touche beaucoup de partis politiques, notamment les partis qui ont les membres, les responsables qui occupent des fonctions élevées dans le système et dans l'appareil de l'État. Et ça, c'est véritablement déplorable. Et nous le relevons. Ça, c'est le premier aspect que nous avons toujours relevé. Je crois que la Constitution est là. La loi, si je peux regarder, c'est la loi numéro 15/2024 du 21 mai 2024. Ça, c'est la loi qui venait d'être amendée et qui, depuis lors, on ne voit plus. Il n'y a plus la moindre déclaration de patrimoine. Le danger, c'est quoi? C'est sur l'enrichissement illicite. C'est sur la corruption. C'est sur les autres, ce que l'on appelle les antivaleurs, j'appelle les valeurs négatives qui gênent énormément le développement. Donc voilà le premier point s'agissant du PCT. Le deuxième point s'agissant du PCT, c'est quoi? C'est qu'en décembre 2019, les 2588 congressistes du Parti congolais du travail ont reconduit comme le président du comité central du Parti congolais du travail, le président Denis Sassou Nguesso. Et je crois qu'il a eu une image qui a été donnée, qui est très forte. Et vous voyez ici, ni que les 2588 congressistes ont décidé unanimement de reconduire le président Denis Sassou Nguesso à la tête du parti, du comité central du Parti congolais du travail, c'est-à-dire à la tête du Parti congolais du travail. Mais quand on dit reconduire, ça veut dire qu'il y était déjà. Et ça veut dire que depuis longtemps, nous étions dans une position anticonstitutionnelle. Mais ce que nous relevons et qui est important dans cette démarche, c'est quoi? C'est que le 5e congrès ordinaire du PCT a été présidé par Pierre Ngolo, le président du Sénat. Donc, cette violation de la Constitution a lieu avec le président du Sénat, avec le président de l'Assemblée nationale, avec le premier ministre chef du gouvernement, avec le ministre de l'Intérieur, avec le ministre de la Justice. Aujourd'hui, on va parler de la Constitution. La vie en société, c'est jamais très facile. Et ça, c'est pas nouveau. C'est toujours plein de gens qui se disputent pour un oui ou pour un non. Et pour organiser tout ce petit monde, toutes les sociétés ont des normes qui dictent les règles à suivre, définissent les droits et les devoirs. Toutes ces normes sont organisées hiérarchiquement, et tout en haut, la norme suprême, c'est la Constitution. C'est la règle de droit que doivent respecter toutes les autres normes au sein d'une nation. Ni une loi, ni un décret, ni quoi que ce soit ne peut venir contredire la Constitution. Mais à la Révolution française, tout a changé. Et du coup, les normes aussi ont changé. En écrivant la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, on a redéfini la norme suprême en l'appelant Constitution et en la définissant comme ça.
toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution. Dans cette simple phrase, il y a toute l'essence de la Constitution. La garantie des droits et la séparation des pouvoirs, législatifs, judiciaires et exécutifs. Dans son ensemble, la Constitution décrit la façon dont fonctionnent l'État et les institutions. On y retrouve la nature de l'État. On dit que la France est un État unitaire, donc que tous les citoyens sont soumis au même pouvoir, mais elle pourrait être un État fédéral comme en Allemagne, qui possède 16 Länders autonomes. On y retrouve aussi le régime politique, parlementaire dans lequel le pouvoir exécutif est représenté par le gouvernement, présidentiel où le pouvoir exécutif est détenu par le président, ou semi-présidentiel comme en France où le pouvoir exécutif est partagé entre président et gouvernement. La Constitution décrit aussi la façon de désigner ceux qui gouvernent, l'élection du chef de l'État, la nomination du Premier ministre, etc. Enfin, elle décrit les compétences des gouvernants, qui dirigent, qui jugent et qui légifèrent. La Constitution exprime aussi un certain nombre de valeurs, comme l'égalité entre les hommes, pose un certain nombre de principes, comme la souveraineté nationale, et décline un certain nombre de droits, comme la liberté d'expression. La Constitution évolue au fil du temps et est régulièrement modifiée, car la France a changé depuis 1958 et il est important que les normes s'y adaptent. Pour modifier la Constitution, on utilise les lois constitutionnelles. Elles sont plus importantes que les lois ordinaires et subissent un traitement particulier. Et parmi les révisions constitutionnelles majeures, il y a par exemple l'élection du président de la République au suffrage universel direct. Avant 1962, il était élu par un collège de grands électeurs, comme les sénateurs aujourd'hui. On note aussi le passage de la durée du mandat présidentiel de 7 ans à 5 ans, certains transferts de souveraineté vers l'Union européenne, l'ajout de la charte de l'environnement et plein d'autres choses encore. Donc, la Constitution est au-dessus de tout. Et c'est au Conseil constitutionnel de s'assurer qu'elle est respectée. Le Conseil constitutionnel est une institution constituée de 9 membres qui vérifie la conformité de la loi à la Constitution, la conformité des élections nationales et qui peut être saisie par n'importe quel citoyen s'il pense qu'une loi est inconstitutionnelle. Vous aurez donc compris que la Constitution est la norme française au-dessus de toutes les autres normes et que, en gros, elle contient deux choses. L'organisation des instances dirigeantes, en séparant les pouvoirs, et les droits et libertés des individus. Et depuis décembre 2019, cette situation n'a pas été réglée. Et c'est véritablement dommage. Mais nous devons dire que cela s'est fait en violation flagrante de l'alinéa 2 de l'article 80 de la Constitution, qui dit clairement que le mandat du président de la République est incompatible avec toute responsabilité au sein d'un parti politique. Et je crois qu'on devrait essayer de... Maintenant, l'autre aspect, c'est la violation de l'article 26 de la loi 2017, du 12 mai 2017, relative au parti politique. Cet article 26 dit que tout parti politique a le devoir de se conformer à la Constitution. Et en ayant violé l'alinéa 2 de l'article 80, comme le PCT l'a fait, en fait, le PCT a violé la Constitution. Et c'est dommage. Et ça nous amène toujours par rapport à cette même loi, c'est-à-dire la loi 20-2017 du 12 mai 2017, ça nous amène à un article plus important, c'est l'article 31, qui lui dit quoi? L'article 31 dit que en cas de violation des lois et règlements en vigueur par tout parti ou groupement politique ou de troubles à l'ordre public, que le ministre de l'administration du territoire suspend le parti concerné et procède à la fermeture provisoire de ces locaux. Ce qui veut dire que depuis que le constat a été fait, et le Parti congolais du travail aurait dû être sanctionné. Mais pourquoi le Parti congolais du travail n'est pas sanctionné et il fonctionne comme si rien n'était? Il procède à ses activités, alors que quand les autres partis qui sont dans cette situation essaient de faire la demande ou annoncent la tenue d'une activité, on leur signifie qu'ils ne sont pas en conformité avec la loi et on ne le leur permet pas. Et c'est ça la question. Surtout que assez souvent,
dit que la loi est dure, mais c'est la loi. Elle doit s'appliquer à tous dans toute sa rigueur et que nul n'est au-dessus de la loi. Alors, donc, vous voyez bien que lorsqu'on conjugue déjà les articles 55 de la Constitution, l'article 80 de la Constitution, l'article 26, il apparaît clairement que le Parti congolais du travail n'est pas en conformité avec la loi. N'est pas en conformité avec la loi. Il devrait être sanctionné. Mais pourquoi diable il n'est pas sanctionné? Nous comprenons la peur qu'il y a à sanctionner ou à prendre cette décision. Pourquoi? Mais parce que si elle est prise, le Sénat tombe, le Parlement tombe. Tout est à plat. Mais c'est la loi, qu'est-ce qu'on fait? Et moi, nous sommes de ceux qui pensent que ça doit s'appliquer. Et la loi, c'est la loi. Elle est dure, mais elle doit s'appliquer à tous. Et on doit pouvoir avancer. Alors, au-delà de ça, ce qui nous a surpris, c'est quoi? Ce qui nous a surpris, en dépit de ces informations que nous-mêmes, personnellement, nous avons eu parfois à transmettre au ministre de l'Intérieur, au ministre de l'Administration du territoire, mais le ministère de l'Intérieur, le ministre de l'Intérieur signe des documents, à l'instar de l'arrêté, je ne sais pas si je l'ai ici, à l'instar de l'arrêté 13 205 du 21 octobre 2020, faisant du Parti congolais du travail un parti conforme à la loi. Et ce n'est pas la première fois que ça se passe. L'arrêté est là. Il a été signé par le ministre Mboulou. Et le nom du parti qui arrive en tête, c'est le Parti congolais du travail. Mais le Parti congolais du travail n'est pas en conformité avec la loi. Ce qui, de notre point de vue, je ne suis pas juriste, mais nous pose immédiatement le problème du faux et du faux. Il s'agit du faux et de l'usage de faux pour les juristes, je crois. Et je crois que c'est de très bonnes, une chose qu'il faut remarquer et qu'il faut considérer comme grave, parce que c'est une situation qui a une incidence au niveau électoral. Et c'est extrêmement important, surtout lorsque l'on sait, vous avez vu quand on a nommé les préfets, un bon nombre sont des membres du comité central du Parti congolais du travail qui ont pris part au congrès, donc qui font partie des 2588 congressistes, etc. Et ça, à notre avis, c'est une situation qui pose beaucoup de problèmes. Donc, vous voyez assez souvent, nous ne voulons pas utiliser la langue de bois. Nous voulons nous reposer sur un certain nombre de preuves, sur un certain nombre de textes. Et je ne crois pas, je vais surprendre certains d'entre vous, parce que j'ai dans mon dossier ici une lettre que le secrétaire général du PCT, M. Pierre Moussa, avait adressée au secrétaire général de l'African National Congress à Johannesburg. Et je vous lis le 3e paragraphe, la lettre, pour qu'on ne dise pas qu'il a fomenté ou il a bricolé quelque chose. La lettre, c'est la lettre numéro 047 PCT bar CC bar BP bar SG CAB du 21 juin 2024. Et le 3e paragraphe, écoutez bien, il est dit ceci. Au nom du camarade Denis Sassou Nguesso, président du comité central du Parti congolais du travail, président de la République, chef de l'État, je suis heureux d'adresser mes félicitations à l'ANC et à son président, son Excellence, Cyril Ramaphosa. Donc, vous voyez bien qu'il s'agit de ce que nous dénonçons. Et vous voyez bien que ce texte a circulé non seulement dans les réseaux sociaux, mais a circulé dans les médias, sur les journaux, et on pouvait se le procurer et l'avoir assez facilement. Donc, c'est une situation qui est véritablement embarrassante, qui fait dire que lorsque nous disons que le PCT n'est pas en conformité avec la loi, ce n'est pas de la langue de bois. Et c'est pratique, puisque nous avons la preuve que le secrétaire général du PCT lui-même considère la situation ainsi. Maintenant, le point suivant que nous allons aborder après avoir abordé le problème du PCT, c'est le problème du président de la République. Nous le disons en considérant le président de la République comme citoyen, conformément à l'article 50 qui dit que tout citoyen a le devoir de se conformer à la Constitution.
Et quand nous prenons le président de la République, évidemment, nous avons cette situation que nous avons rappelée pour le PCT, à savoir la non-déclaration du patrimoine depuis 2002. Et nous avons l'autre situation, c'est que par rapport à ce que je viens de dire, le président de la République en même temps président du Parti congolais du travail, et ça, à notre avis, ce n'est pas une bonne chose. Maintenant, quand nous continuons, au vu des émissions passées que nous avons faites, tout ça, qu'est-ce que nous avons constaté? Nous avons constaté qu'il y a un aspect qui est très important, c'est que les gouvernants protègent les responsables des scandales et crimes économiques et financiers. Et les dossiers, vous les connaissez. Vous connaissez les plus récents, notamment le Trésor Gate, vous connaissez le FIDA, vous connaissez les dossiers des malversations financières au fonds de soutien à l'agriculture, vous connaissez les problèmes des détournements des retraites, des pensions à la crève, etc. Donc, le problème, il est bien connu et nous l'abordons. Mais ça nous amène à quoi? Ça nous amène à constater, c'est un constat aussi qu'on fait, que le président de la République a violé le serment qu'il a prêté, notamment, entre autres, de respecter et de faire respecter la Constitution et de garantir la paix et la justice à tous. Devant la nation et le peuple congolais, moi, Denis Sassou Nguesso, président de la République, je jure solennellement de respecter et de faire respecter la Constitution et de défendre la nation et la forme républicaine de l'État, de remplir loyalement les hautes fonctions que la nation et le peuple m'ont confiées, de garantir la paix et la justice à tous, de préserver l'unité nationale, l'intégrité du territoire national, la souveraineté et l'indépendance nationale. Et ces éléments, ils sont clairement établis. Alors, nous avons eu, à une époque donnée, nous avons eu à introduire un recours au niveau de la Cour constitutionnelle sur l'inconstitutionnalité de l'élection qui avait permis la reconduction du président Denis Sassou Nguesso comme président du comité central du Parti congolais du travail, en fait président du Parti congolais du travail. La décision de la Cour constitutionnelle était claire. Il s'agit de la décision 005/DCC/SDA/20 du 31 juillet 2020, à savoir que la Cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente. Elle s'est déclarée incompétente. Elle a choisi d'en faire une notification au président de la République, au président du Sénat, au premier ministre chef du gouvernement, au ministre de l'Intérieur, au ministre de la Justice. Donc, nous constatons que toutes les plus hautes autorités de l'État sont bien informées de la situation. Mais depuis 2020, aucune amélioration n'a été apportée, aucune solution n'a été apportée à cette question. Et nous sommes toujours dans cette situation. Ce qui, à notre avis, n'est pas une très bonne chose. Mais c'est une chose qui devrait être vue, qui devrait être réparée, qui a des incidences, y compris même au plan de la gouvernance électorale et sur laquelle on ne devrait pas rester silencieux. Maintenant, après avoir abordé le point du PCP, après avoir abordé le point du président de la République, j'aborde un point qui nous touche particulièrement. Quand je dis nous, le Parti social-démocrate congolais. Pourquoi? Parce qu'assez souvent, il y a des insinuations, comme pour dire le Parti congolais, le PSDC n'est pas en conformité avec la loi. Et d'ailleurs, vous avez vu certaines émissions où on a fait afficher mon image en disant « Regardez notre regard, etc. » Non. Le PSDC est bien en conformité avec la loi. Et je le dis, même si au niveau officiel, on a voulu nous exclure, on a voulu prendre des dispositions
ou que nous ne prenons pas part à un certain nombre d'activités politiques. Mais le PSDC n'a aucun problème. Pourquoi? Mais parce que le PSDC a son récépissé. Et ce qui va vous surprendre, c'est que le récépissé du PSDC en tant que numéro précède pratiquement le récépissé du Parti congolais du travail. Et nous avons le récépissé, je l'ai sous mes yeux, c'est le récépissé numéro 118/91, ministère de l'Intérieur, Direction générale de l'administration du territoire, Direction de l'organisation et de la réglementation, Service des affaires générales. Ce récépissé est de 91. Pourquoi? Mais parce que le Parti social-démocrate congolais est l'un des partis qui a pris part à la conférence nationale souveraine. Et lorsque le pouvoir actuel est arrivé au pouvoir, il a jugé bon de mettre en place une nouvelle loi sur les partis, mais a oublié une notion fondamentale. Et je crois que les juristes pourraient nous y aider. C'est que la loi ne dispose que pour l'avenir. Elle n'a pas d'effet rétroactif. Et lorsque vous prenez les documents que le ministère de l'Intérieur nous présente assez souvent, le récépissé du PCT, c'est le numéro 119/91. Donc, immédiatement après le nôtre. Alors, comment expliquer que le récépissé du PCT est valable et le nôtre n'est pas valable? Et on veut ignorer la notion de la non-réactivité, rétroactivité de la loi. Ce n'est pas du tout normal. Et assez souvent, je me pose la question, pourquoi a-t-on voulu s'en prendre exclusivement au Parti social-démocrate congolais? Et je rassure les militants. D'ailleurs, on a dû constater, quand j'ai adressé un recours gracieux au ministre de l'Intérieur en 2024 pour qu'il régularise cette situation, mais je lui ai joué ces récépissés. Il ne m'a jamais dit que ces récépissés étaient faux. Dans tous les cas, en tenant compte de la notion de la continuité de l'État, je ne vois pas en quoi on aurait décidé que ces récépissés est faux. Donc, je rassure les militants, je rassure les Congolais, que le Parti social-démocrate congolais est bien en conformité avec la loi et que nous menons notre combat tout en étant en conformité avec la loi. Et chaque fois que le récépissé sera demandé, ben j'ai un texte ici, je pourrais le remettre. D'ailleurs, ceux qui étaient à la conférence nationale savent bien que le PSDC est né en 1991, puisque vous avez là le récépissé, il n'y a aucun problème. Maintenant, d'où vient que ceux qui sont venus après, soit en 2006, soit en 2017, modifier les lois, c'est comme si vous avez un enfant qui est né en 1991 et 30 ans après, on vient vous dire non, son acte de naissance là, non, faut être sérieux, Il faut qu'on avance sur des choses sérieuses. Maintenant, l'autre aspect que nous avons perçu dans cette démarche, mais c'est une volonté d'exclusion. Il y a des partis. Parce que le fond du problème, c'est de régler le problème de l'enrichissement, de la lutte contre la corruption. Et les gouvernants ne sont pas prêts à le faire. Parce que les partis qui sont soi-disant, qu'ils présentent être conformes à la loi. Et moi, je conteste ça parce que lorsque le ministère de l'Intérieur a sorti une liste de 55 partis en 2018, nous avons mené une enquête sur le terrain et nous nous sommes rendus compte que sur les 55 partis, il y avait près de 10 qui remplissaient toutes ces conditions, du moins du point de vue de des sièges dans tous les départements, et que pour la plupart, ils n'étaient pas en règle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a eu comme la mise en place d'une politique de sélection à partir du copinage, à partir d'un certain nombre de choses. Et ça, nous ne marchons pas là-dessus. Nous ne sommes pas en harmonie avec ça. Et je crois qu'aujourd'hui, les gouvernants doivent se ressaisir et ils doivent remettre les choses qui étaient mises à l'envers, à l'endroit, pour que nous avancions. Maintenant, lorsque on envoie le courrier au ministère de l'Intérieur sur ces questions, il faut que le ministère de l'Intérieur nous réponde. Et il faut que, je dis au ministre de l'Intérieur, nous sommes conformes à la loi et que nous n'avons pas de problème là-dessus.
Ce qui me fait sourire, c'est le parti, le pape de mon ami et frère Jean-Pierre Agnan-Ngoï, qui à un moment donné, quand il était proche d'une certaine opposition, était conforme à la loi. Mais quand il est revenu à une position qui nous était très proche, il n'est plus conforme à la loi. Qu'est-ce qui a changé? C'est la volonté d'être d'un côté ou de l'autre, de faire allégeance ou de ne pas accepter de faire allégeance. Mais on ne peut pas faire des choses comme ça. Et je crois qu'il faut qu'on aille là-dedans. Et sur cette question, je vois beaucoup de jeunes partis qui se plaignent parce qu'il semble qu'au niveau administratif, il y a beaucoup de lenteur. Et nous reconnaissons, quand on examine ces questions, que l'administration publique congolaise a un côté partisan, qu'elle n'est pas neutre. La preuve, le PCT à Brazzaville peut se permettre, non, à travers tout le Congo, peut se permettre de faire toutes les activités qu'ils veulent, ils font tout ce qu'ils veulent, alors qu'ils ne sont pas en conformité avec la loi. Mais maintenant, on sait qu'ils ne sont pas en conformité avec la loi et on va pouvoir continuer et voir comment faire. Maintenant, comment avancer? C'est tout le problème. Mais il faut qu'on ait le courage de poser les problèmes tels qu'ils sont connus. Il faut qu'on ait le courage d'aborder le fait que le Parti congolais du travail n'est pas en conformité avec la loi et qu'il devrait être sanctionné. Il faut qu'on ait le courage d'aborder le problème du président de la République. Parce que vous savez bien que tous les citoyens sont égaux devant la loi et ont droit à la protection de l'État. Il n'y a pas de raison qu'on veuille pénaliser le PSDC maladroitement sous prétexte qu'il n'est pas en conformité avec la loi alors qu'il a son récépissé. Et que ceux qui réellement ne sont pas en conformité avec la loi puissent y jouer, puissent faire tout ce qu'ils veulent, en se disant certainement que la loi, c'est leur volonté, et qu'ils peuvent écraser, qu'ils peuvent tout soumettre sous leurs pieds. Et ça, ce n'est pas du tout normal. Je crois qu'on devrait. Les partis politiques. Pierre est au Parti socialiste, Françoise est à l'UMP, Annie est dans un parti d'extrême gauche et Franck est au Front national. Ils sont donc tous membres d'un parti politique. Ça veut dire qu'ils ont décidé de rejoindre d'autres gens qui pensent comme eux et défendent la même vision de la société. C'est dans les années 1870, à la naissance de la Troisième République, que sont vraiment nés les partis politiques tels qu'on les conçoit aujourd'hui. Avant, les ouvriers se réunissaient dans des organisations ouvrières, les paysans défendaient leurs intérêts, comme les nobles ou les bourgeois, chacun de leur côté, et les mandats électifs se disputaient entre personnalités influentes et notables locaux en fonction de leur respectabilité. Aujourd'hui, Pierre, Françoise, Annie et Franck réfléchissent avec leurs amis ou leurs camarades de parti à tous les aspects de la vie en commun, l'économie, l'éducation, la famille, l'immigration, la politique étrangère, la sécurité. Ce sont donc les partis politiques qui sont chargés d'organiser et d'exprimer la diversité de la volonté populaire. Ils doivent recueillir les besoins, les volontés et les aspirations de la population pour les transformer en propositions concrètes. Ces propositions sont élaborées par les responsables des partis, par les militants parfois aussi, et sont rassemblées dans des programmes lors des différentes élections. D'ailleurs, la Constitution de la Ve République, je vous en parle dans un autre épisode, le dit dans son article 4. Les partis politiques concourent à l'expression du suffrage. Le second rôle des partis politiques, c'est d'organiser la sélection des candidats que chacun d'entre eux présentera aux différentes élections. Ça peut se faire de manière démocratique par le vote des militants, ou alors c'est le chef du parti et son entourage proche qui décident autoritairement pour tout le monde. Ces dernières années, les partis politiques n'étaient plus très populaires. Il y avait de moins en moins de militants en leur sein. Une grande partie de la population estime qu'ils sont devenus des repères d'ambitieux qui vivent dans leur monde et qui veulent simplement accéder au pouvoir. Pour remédier à cette défiance, les partis politiques ont décidé de s'ouvrir et organisent maintenant des élections primaires ouvertes à tout le monde pour désigner leurs candidats aux élections. Parce que les partis politiques sont utiles à la démocratie, ils sont financés par l'État proportionnellement à leurs résultats aux élections. Mais cela ne suffit pas et les militants sont mis à contribution. Pierre, Françoise, Annie et Franck et leurs amis militants sont pour la plupart des passionnés qui donnent beaucoup de leur temps pour convaincre leurs concitoyens et faire vivre la démocratie. Certains sont surtout ambitieux et rêvent d'atteindre le pouvoir. Parfois, ils peuvent être les deux. C'est généralement ceux-là que l'on retrouve députés, maires, ministres et bien sûr président de la République. Donc voilà, pour ce qui est de l'aspect du respect des lois et règlements de la République, j'ose espérer, puisque maintenant le débat est ouvert, et je remercie
les membres du Rassemblement des Forces du Changement, parce que c'est grâce au lancement, à l'annonce de leur sortie officielle, que ce débat réapparaît. Et il est bon que les Congolais aient ce débat pour qu'on puisse avancer, qu'on puisse aller de l'avant. Maintenant, parmi les critiques qui nous ont été faites, il y a le deuxième volet au-delà du respect des lois que j'ai abordé déjà, celui des violences. Et on accuse les partis comme le Parti social-démocrate congolais de rechercher. Nous ne sommes pas dans la violence. Mais là, regardez ce qui se passe au Passy-Bouti. Alors que tous les textes disent clairement que chaque citoyen a droit à la protection de l'État. Comment expliquer ce qui se passe? J'ai entendu certaines voix parler de services parallèles. Est-ce qu'il est normal, même si on parle des services normaux, que la protection du citoyen ne soit pas assurée? Ce n'est pas du tout normal. Et moi, je ne partage pas du tout ce point de vue. C'est le point de vue, le vécu de Passy-Bouti nous rappelle quoi? Mais nous rappelle encore une image très triste que nous avons vécue dans ce pays, avec la situation d'Augustin Kalakala qui avait été retrouvé pratiquement mort devant la morgue de Brazzaville, pour lequel le gouvernement avait promis de faire la lumière. Et jusqu'aujourd'hui, la lumière n'est toujours pas faite. Et quand j'ai vu cette image de Passy-Bouti, il essaie de nous dire qu'il est entre la vie et la mort. Mais on est peiné de vivre ça. Mais il faut qu'il y ait une assistance. Il faut que l'État intervienne. Parce qu'on ne peut pas, à ce niveau, à mon avis, laisser un compatriote dans cette situation. Bonjour à tout le peuple congolais. Je suis Maïmouna Guépo, la femme de Passy-Bouti. Lassie en ce moment est dans un état de santé très critique après avoir été enlevée et torturée pendant plusieurs jours. Lassie a subi des crimes graves, il ne m'a pas tout dit. Lassie a été torturée nue plusieurs jours sans manger, frappée comme un animal. On l'a piqué des seringues et on a fait un test qui prouve qu'il a été empoisonné. Lassie a été humiliée, abandonnée et jetée dans la rivière Maboukou, nue comme un animal. On l'a insulté. Lassie continue de recevoir les menaces parce qu'il a reçu l'ordre de quitter le pays. En tant que sa femme, je ne peux pas assister Lassie en train de se battre contre la mort. Après plusieurs jours à l'hôpital, les médecins ont demandé son évacuation d'urgence. Il a les maux de ventre, les diarrhées, les étouffements, il ne respire pas bien. Beaucoup de douleurs qui inquiètent malgré le traitement qui suit en ce moment. Lassie se bat contre la mort. Et je demande à tout le peuple congolais de s'unir pour l'aider à obtenir une évacuation d'urgence à l'étranger. Merci à tous ceux qui ont déjà apporté leur soutien à Lassie. Je confirme au nom de la famille Passy-Bouti et des enfants Passy-Bouti que nous avons reçu le soutien des cagnottes qui ont été mises en place. Je voulais également demander à toutes les personnes qui me contactent pour nous soutenir directement d'aller vers les cagnottes, parce qu'il y a plusieurs personnes qui me contactent et qui ne font pas confiance aux cagnottes. Vous pouvez faire confiance à M. Martial Lurongo-Panoussi, le porte-parole des socialistes, qui est en contact direct avec la famille, parce que c'est lui qui gère toutes les démarches. Je demande également à tout le monde de nous soutenir dans les prières, afin que Lassie puisse retrouver sa santé. Et encore merci pour tout ce que vous faites pour Lassie. Qu'il puisse aller d'avant. Donc, au niveau de la violence, je dois rappeler, en ce qui concerne les textes tels que moi je les connais, nous avons la Constitution, où il y a l'article 25 qui garantit la liberté d'expression. Je crois que c'est clair. Nous avons la Constitution, où il y a l'article 27 qui garantit la liberté de réunion, d'association et de manifestation. Mais tant qu'on est dans ce cadre, à mon avis, on est respectueux de la loi. Mais nous avons l'article le plus important, qui est l'article 205, relatif à la force publique, qui dit que la force publique est apolitique. Elle agit conformément aux lois et règlements de la République. Elle ne peut pas être utilisée à des fins personnelles. Elle doit être utilisée pour l'intérêt général. Donc, si on reste, et on ne peut pas parler de paix tous les jours,
si on ne peut pas respecter un certain nombre de dispositions qui sont relatives à ça. Mais en tout cas, ne nous prêtez pas d'intention de violence. Nous n'avons pas d'armes, nous n'en cherchons pas, nous ne savons pas les manipuler. Nous laissons ceux qui ont ce métier et qui savent le faire et très bien le faire. Nous, on a absolument rien à faire là-dedans. Et la violence, c'est pas... Et nous l'avons souvent vécu et nous n'avons jamais, souvent pas été à la base de la création des violences et que nous pouvons aller de l'avant. Au Congo, une coalition d'opposition annonce l'arrestation de 6 de ses cadres. La nouvelle intervient alors que de nouveaux affrontements ont opposé ce matin des groupes de jeunes aux forces de l'ordre à Brazzaville. La police est intervenue à coups de gaz lacrymogène. Ces tensions interviennent au lendemain de heurts meurtriers dans la capitale congolaise. Dernier bilan officiel, 4 morts au moins et une dizaine de blessés. La population manifeste contre le référendum de dimanche. Le scrutin devrait permettre au président Denis Sassou Nguesso de changer la constitution et de briguer un troisième mandat. François Hollande lui a adressé quelques mots tout à l'heure. Il a appelé le président congolais à rassembler, respecter et apaiser. Anne Frade, bonjour, rebonjour. On va passer avec vous sur la revue de presse internationale et on la commence, cette revue de presse au Congo où le président Denis Sassou Nguesso annonce vouloir soumettre au référendum une nouvelle constitution et cette nouvelle constitution est susceptible de lui permettre de rester au pouvoir. J'ai décidé de donner la parole directement au peuple afin qu'il se prononce sur le projet de loi énonçant les principes fondamentaux de la République, a-t-il déclaré mardi. Ce sont des propos repris intégralement ce matin par The Mail and Guardian d'Afrique du Sud qui rappelle que le président congolais, 72 ans, a dirigé le pays de 1979 jusqu'en 1992 avant de revenir au pouvoir 5 ans plus tard, en 1997, à l'issue d'une guerre civile. Frappé à présent par la limite d'âge et l'interdiction d'exercer plus de 2 mandats qui est prévue par la Constitution, il ne peut théoriquement pas se représenter à la prochaine présidentielle, prévue l'année prochaine, d'où la proposition donc de changer la Constitution. La Croix évoque des manœuvres pour garder le pouvoir que dénonce notamment l'opposant Jean Mercœur du collectif Tournons la page. Il n'a jamais été question pour Sassou Nguesso de quitter le pouvoir. Il va donc le garder en renversant la constitution de son pays. Autrement dit, il prépare un coup d'État constitutionnel. Maintenant, le deuxième aspect que j'évoque après ça, c'est la démocratie des yeux. On nous a parlé de la démocratie des yeux. Mais mes frères, il faut dire la vérité aux Congolais. Depuis la nuit des temps, depuis la conférence nationale, pour nous, il n'y a eu que l'élection de 1992, qui a été une élection libre, transparente, crédible, apaisée. Mais les autres élections, depuis 2002, nous ne cessons de le dire, aucune élection libre, démocratique et transparente n'a été organisée dans le pays. Et vous avez, à travers la notion que nous abordons de respect des lois et règlements de la République, vous constatez que ça s'est fait assez souvent en violation flagrante de la loi. Et à ce propos, je vous rappelle ce que le président Sassou Nguesso avait déclaré lorsqu'il a dit qu'il insiste pour dire que jamais, jamais il n'acceptera que la Constitution soit violée. Et il a dit que lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Cependant est vrai le fait que jamais je ne pourrais accepter que la Constitution soit violée. J'insiste pour dire que lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Et il a ajouté, jamais, jamais, on n'acceptera qu'il soit organisé dans ces pays des élections hors la loi. Mais quand nous disons ce que nous révélons, à savoir qu'on ne déclare pas le patrimoine, à savoir que les partis ne sont pas en conformité avec la loi, tout ce que nous évoquons fait apparaître clairement que tout ça s'est fait dans l'irrespect total des lois et règlements de la République. C'est quoi un dictateur? C'est un homme politique qui détient seul tous les pouvoirs dans son pays.
Souvent, le dictateur a pris le pouvoir par la force, ou par des élections truquées, qu'il était sûr de gagner. Le dictateur est donc un dirigeant que le peuple n'a pas choisi librement. Sa présence à la tête d'un pays signifie qu'on est en dictature, et pas en démocratie. Comment des dictateurs peuvent-ils encore détenir le pouvoir? Primo, par leur volonté de le garder. Comme Jules César, dans la Rome antique, le dictateur avait pour mission de régler une crise en 6 mois. Quand Jules César fut nommé, il s'octroya un mandat de 10 ans, puis de dictateur à vie. Deuxio, par la peur qu'ils font régner. C'est très efficace, mais parfois, ça ne suffit pas à les protéger. Au printemps 2011, les manifestants tunisiens et égyptiens, au péril de leur vie, ont réussi à chasser les dictateurs de leur pays. Ces histoires aident à voir ce qu'est un dictateur. Une personne qui chérit le pouvoir au point de le voler, puis de ne plus vouloir le céder. C'est pourquoi il n'y a pas de bons dictateurs. Même si certains dictateurs disent pourtant agir dans l'intérêt du peuple, selon des convictions religieuses ou politiques. En réalité, ils se servent d'idées extrémistes comme prétexte pour réduire les libertés, dont celle de les critiquer. Dans le film Le Dictateur, Chaplin décrit les comportements ridicules des dictateurs Hitler et Mussolini. Il dit la nécessité de s'en moquer pour les dénoncer et le bonheur de vivre dans une démocratie. Et assez souvent, nous avons attiré l'attention des gouvernants là-dessus. Et tel que nous partons, parce que nous sommes après près de 10 mois de l'élection de 2026, tel que nous partons, même si le président de la République a dit dans l'un de ses messages que les difficultés de l'heure ne doivent pas nous amener à faire le choix hasardeux et dangereux de l'anticonstitutionnalité, malheureusement, il y a le paradoxe entre ce qui se dit et ce qui se fait. Et nous sommes dans l'anticonstitutionnalité telle que c'est fait aujourd'hui. L'élection, si elle a lieu, bien sûr, de 2026, sera une élection qui se passera hors la loi. Et ce n'est pas bon. Mais il est bon de sensibiliser les Congolais. Il est bon de leur dire la vérité. Il est bon. Assez souvent, on a fait quoi? Assez souvent, on a pensé qu'il fallait aller à des concertations nationales pour régler les problèmes de gouvernance électorale. Il y a eu, semble-t-il, près de 7 concertations. Mais elles n'ont rien amélioré, la gouvernance électorale. D'abord, il faut dire que ces concertations nationales n'avaient aucune base juridique. La structure, sinon l'institution, qui avait la base juridique pour le faire, c'est le Conseil national du dialogue, mais qui n'a jamais été formellement mis en place. Actuellement, nous apprenons, il y a 10 tonnes de bruit, comme quoi on va organiser des consultations ou une concertation présidée par le Premier ministre, ça. Mais il faut voir ces choses-là correctement. Le Premier ministre lui-même n'est pas en conformité avec la loi. Il n'est pas en conformité avec la loi du point de vue de la déclaration du patrimoine. Il n'est pas en conformité avec la loi parce qu'il a fait partie des 2588 congressistes qui ont décidé unanimement de reconduire M. Denis Sassou Nguesso comme président du Parti congolais. Et on peut allonger ces choses-là. Non. Comment on fait? Et assez souvent, j'attire l'attention des Congolais. Depuis 2012, on a proposé au gouvernement la tenue des États généraux de la nation. Niet, ils ont refusé. On a proposé la tenue d'un dialogue national sans s'excuser. Ils ont refusé. On a souhaité que le Conseil national du dialogue se réunisse. Ils ont refusé. Maintenant, quel est leur schéma pour avancer? Est-ce que ce schéma est prévu par les textes ou c'est un schéma qu'ils vont imaginer dans leur tête et essayer d'imposer aux Congolais avec une seule finalité, parce que nous l'apercevons déjà, la conservation du pouvoir. Le fait que le président Sassou Nguesso soit le candidat. Mais je vous ai décrit un peu ce qui vient d'être dit. Et je dis, quand on regarde, puisqu'on parle de la démocratie des jeunes, quand on regarde ce qui se passe dans notre pays, en termes de violation des lois et règlements de la République, dans certains pays, il y aurait déjà eu des procédures qu'on appelle parfois d'impeachment ou sinon de destitution, parce qu'on ne peut pas continuer à tolérer ceci. Et je crois que lorsque on réfléchira, j'ose espérer, lorsque les Congolais réfléchiront à l'avenir, j'ose espérer que dans notre constitution, non seulement il y a beaucoup de choses qu'il faut remettre de l'ordre là-dedans, mais je crois qu'il faudra remettre des bonnes dispositions pour la destitution d'un président de la République
dans le cas où ils ne respectent pas les lois et les règlements. Et ça manque au niveau du Congo. Et c'est très important parce que lorsque vous avez un dispositif où il y a une très grande concentration du pouvoir entre la main d'une seule personne, il faut qu'il y ait des contre-pouvoirs. Mais comme au Congo, il n'y a pas de contre-pouvoir parce que l'Assemblée, que ce soit le Sénat, que ce soit le Parlement, font partie intégrante du système. Et tout ce qui se fait bien au contraire, puisque je vous ai dit que pour ce qui est des violations, mais le Premier ministre, le président de l'Assemblée, ils y sont tous. Et il n'y a pas de contre-pouvoir. L'Assemblée ne dit rien, le gouvernement n'est pas interpellé, on continue. Et je crois que c'est l'une des faiblesses, à mon avis, qu'il faudra regarder et avancer. Maintenant, le dernier point sur lequel je vais avancer, mais je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Non, mes frères, c'est de déclarer, et ça je vous assure pour moi, c'est inacceptable, c'est intolérable. Déclarer que la conférence nationale souveraine a été une escroquerie nationale organisée contre le PCT. Le PCT devait répondre, c'est lui qui a géré. Même aujourd'hui, si on va à un dialogue, mais le PCT doit rendre compte. Mais vous pensez que la misère et la souffrance dans laquelle les Congolais se retrouvent, c'est un hasard comme ça, c'est venu du ciel? Non, c'est la mauvaise gouvernance du PCT. Et s'il y a escroquerie, c'est justement l'escroquerie au niveau de la mauvaise gouvernance du PCT. Mais il faut être honnête pour le reconnaître. Aujourd'hui, la protection des responsables des scandaleux crimes économiques, c'est quoi? On connaît, tous les Congolais connaissent ce qui se passe. Quand on vient dire qu'on n'a pas d'argent, les trésors guettent, on a émis un mandat d'arrêt international contre un citoyen congolais, semble-t-il parce qu'il était mêlé à des affaires de détournement. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Le président de la République a parlé de la dissipation de 6 milliards relatifs aux bourses chaque année. Et il n'y a aucune enquête qui est faite, il n'y a aucune poursuite. Quel est ce pays où on peut se permettre ce genre de choses? Merci d'être fidèle au programme d'Africa News. Ils sont désormais au nombre de 5, les proches du chef de l'État congolais Denis Sassou Nguesso, visés par la justice française dans le cadre de l'affaire dite des biens mal acquis. Edgar Nguesso et Catherine Inyanga, respectivement neveu et belle-sœur du chef de l'État congolais, viennent d'être mis en examen pour blanchiment de détournement de fonds publics. Il est entre autres reproché à Edgar Nguesso la détention d'un patrimoine immobilier fastueux et des dépenses élevées à près d'1,4 million d'euros en 2 ans, tandis que Catherine Inyanga, elle, est soupçonnée d'avoir servi de prête-nom à une société fictive pour laquelle on transitait des biens. Rappelons que fin juin cette année, Julienne Sassou Nguesso et son époux Guy Johnson, respectivement fille et gendre du président Denis Sassou Nguesso, ont été accusés de corruption et ont fait l'objet d'une enquête pour blanchiment d'argent et mauvaise utilisation de fonds publics. En mars, son neveu, Wilfried Nguesso, a été mis en examen pour les mêmes charges. À ce jour, les enquêtes ont montré que depuis 2007, plusieurs dizaines de millions d'euros d'entités publiques du Congo-Brazzaville auraient été transférés vers les comptes de diverses sociétés offshore aux Seychelles, à Maurice ou à Hong Kong, en vue de financer le train de vie de certains membres du clan présidentiel. Non, je crois qu'il faut, mais il ne faut pas, Et pour nous autres, la conférence nationale souveraine, je ne dis pas que c'était la perfection, mais la conférence nationale souveraine a posé un certain nombre d'actes extrêmement importants. Je vous en prends un, puisque le PCT a pris le contre-pied de cela. C'est les orientations de la conférence nationale qui ont permis que nous allions à la Constitution du 15 mars 1992, qui prévoyait un mandat présidentiel de 5 ans, une fois renouvelable, avec une notion forte en termes de démocratie, celle de l'alternance. Mais la situation actuelle où on pense que quelqu'un peut rester au pouvoir pendant 40 ans, 45 ans, c'est quoi? C'est pas la démocratie. Dans tous les cas, je n'ai peut-être pas relevé ça quand on parlait de la démocratie des urnes, mais il ne faut pas qu'on se cache les choses. Le Congo est classé au plan mondial comme un pays à régime autoritaire, c'est-à-dire une dictature. Là, ce n'est pas Mirassa qui fomente un complot contre le Congo. C'est les statistiques, c'est des monstres froids dont on a besoin pour la prise de décision.
Et en titre de rappel, je dis, je ne sais pas si je me trompe, mais l'indice de démocratie du Congo est de 2,79 sur 10. L'indice de perception de la corruption est médiocre de 23 sur 100. Et dans un tel environnement, il faut faire des efforts, à notre avis. Alors, venir déclarer publiquement, c'est tellement du PCT. Si c'est le point de vue du PCT, le PCT là-dessus. En tout cas, moi, je suis de ceux qui n'acceptent pas et qui n'accepteront jamais qu'on puisse venir déclarer publiquement que la conférence nationale était une escroquerie nationale organisée sur le PCT. Mais le PCT, ayant été à la gestion des affaires de la cité, il était tout à fait normal que le PCT justifie un certain nombre de choses, parce qu'on peut rentrer dans les détails et faire ressortir un certain nombre d'éléments. Et on avancerait certainement. Donc voilà, chers téléspectateurs, avant de passer à la conclusion, ce que je voulais dire maintenant, en termes de conclusion. Je remercie les réactions des uns des autres qui nous ont permis de donner une fois de plus notre position, sinon un éclairage sur ce que nous déclarons assez souvent. Ce n'est pas un manque de respect à l'endroit du président de la République. Ce n'est pas une attaque au PCT. C'est un constat du vécu sur la base des textes que nous avons nous-mêmes de façon consensuelle acceptés. À partir de ce moment, il n'y a pas de problème. Je répète et je dis, le PCT n'est pas en conformité avec la loi. Et cette loi, ou sinon ces lois qui ne sont pas respectées par le PCT, sont le fait du PCT parce que c'est le PCT qui est majoritaire tant à l'Assemblée qu'au Sénat. Pourquoi on fait voter des lois si après on n'est pas capable de les respecter? Pourquoi après on parle de paix lorsqu'on ne peut pas respecter les lois et règlements de la République que nous-mêmes nous avons votés? Il y a un problème. Et quand on continue la lecture de ces lois, j'interpelle notamment le ministre de l'Intérieur pour qu'il accorde une attention particulière, pas seulement à l'article 11 de la loi sur les partis, mais qu'il accorde une attention particulière à l'article 26, mais surtout à l'article 31 de la loi sur les partis, qui dit clairement qu'en cas de violation des lois en vigueur, le parti, par un parti ou un groupement de partis ou de troubles à l'ordre public, le ministre de l'Intérieur suspend. Et aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur se retrouve dans une situation délicate. Les Congolais découvrent que non seulement il n'a pas sanctionné le PCT, mais en plus, il a signé un arrêté, un texte réglementaire pour déclarer le PCT conforme à la loi, alors que le PCT n'est pas conforme à la loi. Et je viens de vous donner des éléments. Ce n'est pas de la langue de bois, c'est des éléments que je viens de mettre à la disposition des téléspectateurs pour qu'ils se rendent compte de cette situation. Maintenant, quand je passe à l'autre volet, mais le président de la République à la maîtrise et à la connaissance de cette situation. Au-delà du fait que la Cour constitutionnelle avait fait notification au président de la République de la décision que j'ai évoquée tout à l'heure, qui faisait apparaître qu'elle était incompétente, mais qu'elle transmettait, elle en faisait notification au président de la République, au président du Sénat, au président de l'Assemblée, au Premier ministre, au ministre de l'Intérieur, au ministre de la Justice. Et pourquoi depuis 2020 rien n'a bougé? C'est un problème qui est posé. Comment nous allons parler après du bon fonctionnement des institutions lorsque des problèmes importants comme ça, qui ont parfois des relations avec les questions de paix, ne sont pas résolus? On va où? Et aujourd'hui, je dis, je suis le président de la République, à prêter le serment de respecter et de faire respecter la Constitution. Et j'exhorte le président de la République à tout mettre en œuvre pour sanctionner le Parti congolais du travail. Je sais que c'est difficile puisque c'est lui qui en est le président, mais la loi, c'est la loi. Et il a répété à plusieurs reprises. La loi, c'est la loi. Elle est dure, mais c'est la loi. Et elle doit s'appliquer à tous dans toute sa rigueur. On fait comment? On fait comment? Donc, nous sommes dans cette situation. Je comprends les problèmes. C'est que si le PCT est suspendu, le Sénat tombe, l'Assemblée tombe et tout est à plat. Mais c'est la loi, on fait comment? Il faut l'appliquer. Et si on ne l'applique pas, c'est pour ça qu'à l'époque, quand nous élevions les voix pour dire qu'il fallait qu'on aille soit aux États généraux, soit au Conseil national de dialogue, soit à un dialogue national inclusif, et c'était pour aborder
de façon sereine tous ces problèmes, pour que les Congolais, de façon responsable, puissent tirer les conséquences de cette situation. Maintenant, elle est là. Maintenant, elle est connue des Congolais. Alors, au lieu de n'avoir qu'une attention particulière pour la candidature en mars 2026, et voilà les problèmes qui se posent à nous. Et il faut que ces problèmes puissent être résolus. Donc voilà, chers téléspectateurs, ce sur quoi je voulais terminer notre émission de ce jour, en disant que nous allons rester au cours de la prochaine émission, toujours sur les questions de gouvernance, avec les aspects politiques que cela peut poser, comme aujourd'hui. Nous y reviendrons. Et j'espère que vous avez bien suivi l'émission. En ce qui me concerne, je vous remercie pour votre aimable attention et vous fixe rendez-vous au samedi 14 juin 2025. Entre-temps, je souhaite que le 10 juin, 10 journées de la réconciliation nationale, chaque Congolais réfléchisse. Où en sommes-nous avec la réconciliation nationale? Est-ce une préoccupation pour nous ou ce n'est pas une préoccupation pour nous? Mais en ce qui nous concerne, je dis, nous devons sérieusement nous pencher sur la réconciliation nationale parce que le Congo en a besoin.